Bonjour à tous et merci de me retrouver pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Bollet. Bonsoir Lucie, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves exactement? Donc moi, je suis à New York, à Washington Heights, donc c'est sur l'île de Manhattan. C'est entre le Bronx et Harlem. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu habites à cet endroit? Ça va faire 5 ans. D'accord. Tu n'as pas bougé de ce quartier-là, J'ai changé d'appartement une fois. Et voilà. mais tu y es bien, donc tu es bien dans ce quartier. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités professionnelles aux États-Unis et à New York en particulier? Ouais, donc j'ai commencé, j'étais graphiste à la base. Et maintenant, je suis UX UI designer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, donc il y a deux parties, c'est le UX, donc c'est la recherche utilisateur, et la deuxième partie c'est UI, c'est la recherche, les interactions des utilisateurs. Donc il y a la partie où on parle avec les utilisateurs pour comprendre ce que sont leurs besoins quand ils utilisent un produit, une application mobile ou un site web ou même un objet ou un service. Et on prend tout ça, on prend plein de notes, et une fois qu'on comprend vraiment ce dont la personne a besoin, on crée un prototype qu'on teste avec eux pour voir si c'est vraiment, si ça marche pour eux, si ça répond à leurs besoins. Et une fois qu'on a ça, on envoie tout ça aux développeurs et ils créent le site web qu'on a designé. D'accord. Et là, tu es dans une entreprise, tu es dans la même entreprise depuis un an, c'est ça? Tu as été… Donc j'ai commencé il y a 3 mois. Avant ça, j'étais dans une start-up qui fait plein de trucs. D'accord. Ils font de la réalité augmentée et aussi une plateforme où tu peux acheter des parcelles enfin c'est compliqué, des parcelles de terre digitaux en utilisant le Bitcoin. Donc, voilà, donc D'accord. c'est D'accord. assez C'est innovateur com- et compliqué. c'est compliqué. Et Ouais. tu es la seule Française dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Ou il y a beaucoup de Français qui sont recrutés? Donc moi, je travaille à Capgemini. Donc c'est une entreprise française de base, mais c'est une multinationale, ils sont partout. Et je travaille avec l'équipe qui est à Philadelphie. Donc c'est principalement des Américains en fait. Je crois qu'il y a un Français aux États-Unis dans mon équipe, mais c'est tout. Et ton anglais, il y a 5 ans, il était de quel niveau quand tu es arrivé aux Euh, États-Unis? Quel était ton niveau ouais. d'anglais? Bonne question. Donc, moi, j'ai un parcours un peu différent des Français qui sont allés en école publique. J'ai fait une école internationale au collège et lycée. Donc, j'avais 10 heures d'anglais par semaine pendant D'accord. toute ma scolarité. Donc, j'avais un bon niveau d'anglais, mais quand même, je me suis bien améliorée en arrivant ici. Oui, c'est normal. Là, tu es immergé, donc c'est encore différent. Alors, comment es-tu arrivé justement aux États-Unis? Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours qui t'a conduite jusqu'à New York? Ouais, donc alors moi je suis de Nice et après mon bac je suis allée à Paris pour faire mes études d'art et de graphisme. Et après ma licence, à la fin de ma licence, ils m'ont dit bon bah nous on a un partenariat avec une école à New York et tu peux aller 1 an à New York et avoir une licence américaine en graphisme. Et je dis ah bon bah allez Ouais, pourquoi pas. J'ai mes parents qui m'ont soutenue etc. et financièrement je veux dire. Et donc j'ai pu venir. Et donc, à la base, je devais rester 1 an. En fin de compte, j'ai appris qu'à chaque fois que tu as un diplôme aux États-Unis, tu peux rester 1 an de plus pour travailler dans ton secteur en tant qu'étudiant. Donc, tu gardes ton visa étudiant, mais tu peux travailler pendant 1 an après ton diplôme. Donc, j'ai fait ça. Euh, et en fin de compte, j'ai rencontré mon petit ami et j'ai pu voilà. Et donc, j'ai trouvé une autre école et après, j'ai fait un master. Et maintenant, encore une fois, là, j'ai mon master et donc un nouveau diplôme et je peux rester encore 1 à 3 ans pour travailler dans mon secteur ici. et là, est-ce que tu vis comme une épée de Damoclès,
cette perspective de 3 ans au maximum avant de devoir repartir. Je suppose que si tu as ton copain ici, tu as envie de rester. Comment tu vis la perspective de trouver une solution d'ici 3 ans? Ouais, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de stress. Eh oui. Surtout qu'il y a beaucoup de règles par rapport à cette autorisation d'emploi. Pour faire vite fait, c'est que déjà, il faut travailler dans son secteur. Et sur 1 an, tu as le droit d'être sans emploi pendant que 3 mois. Donc, il faut se dépêcher pour trouver un travail. Ouais. Au bout de 3 mois sans emploi, il faut partir. Et donc, beaucoup de stress. Oui, j'imagine. Et en fin de compte, j'ai trouvé un emploi, donc je peux rester 3 ans de plus. Voilà, tu es tranquille. Alors, je voudrais juste revenir à ton parcours. Est-ce que, alors là, tu as eu la possibilité, donc en licence, de venir faire tes études aux États-Unis. Est-ce que c'était dans ton domaine? Est-ce que c'était un passage obligé, les États-Unis? Est-ce que ça fait partie de quelque chose que tu avais de toute manière envisagé? Non, pas du tout. En France, quand tu veux faire du graphisme, les meilleures écoles, elles sont à Paris. C'est pour ça que je suis allée là-bas. Et en fin de compte, c'était juste une opportunité. Et puis, comme j'ai dit, j'ai fait un lycée collège international. Et New York, le fait que il y a quand même des gens du monde entier dans cette ville, ça m'a attirée. Et j'étais déjà allée quand j'étais plus petite. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre, même si j'ai eu pas mal de surprises. C'est sûr. Ouais. Tu étais déjà, le fait d'être déjà venu et de connaître, peut-être, tu connaissais déjà des gens qui vivaient à New York avant d'arriver ou tu n'en connaissais pas du tout? Non, je connaissais personne quand je suis venue. C'était vraiment l'aventure. J'ai un couple d'amis qui sont arrivés en même temps que moi, mais je les ai rencontrés une fois avant de venir. Donc, c'était vraiment… bon, j'avais quand même eux, donc oui. Mais après, ce qui m'a permis de survivre, on va dire, c'est le fait que je sois en coloc. Donc, j'ai fait des amis pour la vie. Et donc, ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens vraiment bien avec qui j'ai eu des… Ils m'ont soutenue, ils m'ont aidé pour pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont bien différents. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été difficile dans… Alors, on dit toujours, voilà, tous ceux avec qui j'ai la chance de discuter me disent, bon, le rêve américain, c'est extraordinaire, les États-Unis, c'est extraordinaire, ce qui est vrai. Mais il y a aussi des passages difficiles. Quels ont été les passages difficiles? Pour moi, ça a été vraiment ce dont je parlais avant, c'était trouver un emploi, prier pour qu'ils veulent bien me donner mon autorisation d'emploi. Ça, c'était vraiment le gros truc. Après, par exemple, on arrive dans un nouveau pays, on ne parle pas la langue extrêmement bien, dans une nouvelle ville, et on est là, comment je trouve un appartement, par exemple? Comment je trouve des colocs. Et donc, connaître des gens. Donc, mes colocs, il y avait 2 Américains et un Égyptien. Et eux, l'Égyptien, ça faisait 8 ans qu'il était là déjà. Les Américains, ils m'ont donné plein de tips, comme on dit. Oui, des tips. Ouais. Ouais. Plein de petits tuyaux. Ouais. Pour pouvoir survivre dans New York. D'ailleurs, après quelques années, là maintenant 5 ans aux États-Unis, quelle est ta vision des États-Unis? Et après, si tu peux nous parler de New York, tu as un attachement certainement très particulier à cette ville. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord des États-Unis et puis après plus particulièrement de New York, dans laquelle tu vis. Les États-Unis, c'est… je ne sais pas comment dire, mais… c'est comme, moi, par exemple, je suis de Nice et j'ai habité à Paris et il y a pas mal de gens qui me demandaient alors, tu préfères Paris ou Nice? On ne peut pas comparer. Je veux dire, Nice, c'est la mer, c'est la nature, c'est le soleil. Paris, c'est la pluie, mais c'est la ville et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des musées, surtout moi qui suis dans le milieu artistique, c'était vraiment… Je me suis épanouie là-bas. Et aux États-Unis, c'est pareil. On ne peut pas comparer New York, Miami, le trou du cul du monde au milieu de Massachusetts ou je ne sais pas où. Tu peux, Alaska, c'est vraiment… Tout est super différent. Et après, après New York,
Ça fait rêver, nous. Voilà, nous, on est en France. New York, ça fait rêver. Donc, concrètement, la vie quotidienne à New York, c'est quoi? La vie d'une New-Yorkaise, maintenant, tu es une New-Yorkaise, donc c'est quoi? C'est que du speed, c'est du stress, c'est quoi? En fin de compte, j'ai pu comparer deux grosses villes, Paris et New Oui, York, parce bien que sûr. moi, venant de la campagne, déjà Paris, c'était un choc. Donc, en fin de compte, le train de vie est pareil que Paris, c'est métro, boulot, dodo. Mais en fin de compte, à Paris, les gens sont beaucoup plus pressés par rapport à New York. Les gens sont plutôt cool. Aussi, bizarrement, quand je suis venue, on m'a dit fais attention, porte pas de bijoux dans le métro, tout ça. Bon, New York, c'est plus que ce que c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui, je n'habiterai pas dans ce quartier. Mais maintenant, c'est très, très safe. J'en parle souvent avec mes amis français qui habitent ici. On est tous d'accord, surtout les filles, on est tous d'accord pour dire qu'on se sent plus en sécurité dans New York qu'à Paris. D'accord. À Paris, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait suivre dans la rue, dans le métro, avec des mecs qui n'étaient pas très cool avec elles. Ouais. Et à New York, j'ai jamais eu ce problème-là, bizarrement. Est-ce que c'est vrai ce mythe des filles, enfin des femmes qui bossent là, qui portent des talons dans leur boulot et qui pour aller au travail se mettent en basket? Est-ce que c'est vrai? Qui ont leur talons dans le sac et qui courent en basket dans le métro et dans les rues, c'est vrai? Ah oui, parce que New York, c'est tellement immense. Si tu es en talons, je veux dire, j'imagine qu'il y a des femmes qui ont assez de sous pour reprendre le taxi tout le temps. Eh Mais oui. quand tu prends le métro, tu marches tout le temps. J'ai jamais autant marché de ma vie, vraiment. Donc, les talons, c'est pas possible. Ou il y en a qui le font, mais je sais pas comment elles font, vraiment. Elles doivent peut-être crever en fin de journée, c'est sûr. Et là, bon, donc tu es à New York, tu as rencontré beaucoup d'Américains, je suppose, des Français avec lesquels tu t'es lié d'amitié. Est-ce que la France te manque après tant de temps? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. Surtout, quand j'étais à Paris, c'était pareil, la nature, le soleil. Ah oui. Ici, maintenant, je connais les tempêtes de neige. Ouais, donc il y a ça. Et puis comme tout le monde, tous les Français, la nourriture, c'est difficile de trouver un bon saucisson ou une bonne baguette. Il faut faire des kilomètres. Donc, ouais. Et est-ce que tu visites un peu, tu as l'opportunité de visiter un peu plus les États-Unis ou ton métier ne te le permet pas? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois du pays? Là, tout de suite, avec le coronavirus, c'est compliqué. Mais oui, dans mon secteur, on voyage beaucoup parce qu'on va à la rencontre des utilisateurs, etc. Maintenant que tout est à distance, on fait tout via Zoom. Oui, oui. Et donc, c'est assez différent. Je ne sais pas comment ça sera. Je pense que ça va bien changer. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de voyages business class à faire Et plus oui, tard. Parce que maintenant, on sait que c'est faisable à distance. et Et oui. c'est moins cher. Et ça coûte moins cher, évidemment. Par rapport à la crise du Covid, là, New York, on en est où? Est-ce que vous avez retrouvé une vie, un semblant normal, comme par exemple à Miami, ça commence à redevenir à peu près normal, il y a même des restaurants ouverts. Comment est la vie à New York en ce moment? Ouais, mais j'en parle avec tout le monde. Je sais que vous êtes en confinement maintenant. Bonne Eh chance. oui, merci. Nous, bizarrement, je ne sais pas pourquoi c'est si différent que de la France, mais on n'a pas fait de confinement depuis l'année dernière, depuis le printemps dernier. Et les restaurants ont ouvert petit à petit, donc à 25%, 50%, etc. Tout l'hiver, c'était que à l'extérieur. Donc, pendant les tempêtes de neige, c'était… J'imagine. Et ouais, donc là, les musées sont ouverts. En vrai, ouais, tout est ouvert. Le métro new-yorkais, il ne ferme jamais normalement. Là, ça fait 1 an qu'il ferme la nuit. Donc, ça a changé. Mais oui, là, ils ont fait vraiment… de ce que j'ai entendu, les chiffres que j'ai vus, ils ont fait un énorme boulot au niveau des vaccins.
Il y a, enfin, je veux dire, New York, je ne sais pas combien c'est la population, mais enfin, il y a tellement de gens ici. Ils réussissent à vacciner beaucoup, beaucoup de gens comparé en France, ce qui aide. Bien sûr. Donc, ouais. Donc, vous reprenez petit à petit une vie, un semblant normal, on va dire. Bah, en fin de compte, ça fait quelques mois maintenant que les écoles sont ouvertes et la vie reprend son cours. Tout le monde porte des masques, fait attention. Moi, le seul truc qui change pour moi, c'est que je suis toute seule chez moi devant mon ordi. Oui. Je vais au bureau. Mais sinon, à part ça, c'est presque comme avant déjà. Et oui. Bon, bah écoute, tant mieux pour vous. Nous, ça va encore prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu as l'impression de vivre le rêve américain? Puisque, voilà, les Français, mais pas que les Français d'ailleurs, on a cette image, ce concept de rêve américain qui est peut-être une illusion, mais qui est peut-être une réalité pour certains. Quelle est ta vision du rêve américain et est-ce que tu as l'impression de le vivre? Oui, bah, j'ai pensé à ça. Et donc, j'imagine que ça dépend de la définition que tu as du rêve américain. Oui. Quand je pense au rêve américain, je pense à des immigrants qui viennent parce que dans leur pays, il y a des gros problèmes sociaux, économiques, etc. Par exemple, les Mexicains ou des Costaricains qui viennent et qui viennent pour avoir une vie meilleure. Et après, il y a l'Américain normal, le stéréotype de l'Américain au milieu du Connecticut qui arrive à envoyer ses enfants dans les universités, à être propriétaire de sa maison, etc. Donc, sachant que ça, pour moi, c'est la définition du rêve américain, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont aidée, parce que ça a été facile pour moi, en fin de compte, de venir ici et de faire ce que je voulais faire. Donc oui, je vis le rêve américain parce que je suis aux États-Unis, mais je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de mérite que moi pour leur réussite, etc. Même si j'ai beaucoup travaillé quand même pour Oui. être là où je suis. Tu as beaucoup d'humilité, mais oui, tu t'es donné les moyens de l'obtenir aussi, ce rêve américain. Ah oui, beaucoup de paperasse, beaucoup de stress, beaucoup de travail, oui, quand même. Oui. D'ailleurs, si tu devais donner un conseil à un jeune qui voudrait un petit peu suivre ton parcours, c'est-à-dire faire des études aux États-Unis, puis travailler et y vivre peut-être définitivement, parce que là, tu te destines à t'installer d'une manière pérenne, j'imagine, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune, voilà, un jeune de 18 ans là, qui va avoir son bac à peu près et qui envisage de s'installer aux États-Unis? Quel conseil tu lui donnerais? De la perspective d'un étudiant, c'est très très cher de vivre ici. Moi, j'ai fait un prêt à la banque pour pouvoir venir. Et même, américain ou non, de toute façon, si tu veux faire tes études ici, je vois la plupart des Américains que je connais, ils sont tous endettés et ils vont payer leurs dettes jusqu'à ce qu'ils ont 50 ans. C'est un coût. À New York, plus précisément, c'est très cher. La vie est chère, les loyers sont chers. Donc, il faut penser à ça déjà. Oui. Et après, après le gros truc, c'est les visas. Je dirais que c'est plus facile d'avoir un visa étudiant si tu as une école que tu peux payer ou si tu as un scholarship, une aide. On ne trouve pas le mot toutes les deux. Bon, ça va me revenir. Une bourse. Une bourse d'études. Oui, voilà. Donc, si tu as une bourse d'études, c'est super, et bravo. Et oui, venir en tant qu'étudiant, une fois que tu es étudiant, que tu as un travail, c'est beaucoup plus simple de trouver des visas, etc. Après, il y a la plupart des visas pour travailler, ce qui n'est pas encore mon cas, puisque je suis encore étudiante, donc je suis bien là. Donc, il y a le H-1B, il y a aussi la Green Card. Donc, la Green Card, c'est un papier qui te permet je crois que c'est pendant 10 ans, tu peux travailler aux États-Unis. Et ça, c'est une loterie.
Donc, t'espères que ton dossier est bon, et puis après, t'espères d'être sélectionné. Et H1B, c'est pareil, c'est un visa de travail, donc il faut que tu aies une entreprise qui te sponsor, qui paye tous les papiers pour tout ça, qui dit qu'ils vont t'employer pendant un certain temps. Et pareil, c'est une loterie. Donc, même si tu as trouvé un travail, il y a moyen que tu puisses pas rester ou venir, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici et je pense que c'est pour ça qu'ils font une loterie. Il faut tout anticiper. Donc, ouais. Je pense que ce que tu essaies de nous expliquer, c'est que partir, c'est une chose, mais il faut anticiper beaucoup de choses. Il faut avoir pensé à beaucoup de choses à l'avance. C'est un peu ça. Ouais. On ne part pas à l'aventure ou alors on risque d'avoir des déconvenues. Oui, oui. Il faut être préparé à tout ça. Si tu devais me citer quelqu'un, une personnalité qui pour toi incarne mieux le rêve américain, est-ce que tu as quelqu'un à nous citer, un artiste, puisque tu es dans le domaine artistique, est-ce que tu as quelqu'un qui pour toi incarne le rêve américain? Comme je disais tout à l'heure, je pense que le rêve américain, c'est les gens qui avec le salaire minimum, qui arrivent à avoir une vie confortable. Donc, tous ces gens-là. Je ne sais pas si tu connais ce nom. Donc, les gens, les enfants d'immigrants qui ne sont pas américains, vu qu'ils sont nés aux États-Unis, on les appelle les Dreamers. Et avec Trump, c'était un gros truc. Trump, il disait, ouais, les Dreamers, vous n'êtes pas américains, vos parents ne sont pas américains, même si vous êtes nés ici, vous n'êtes pas américains. Donc ça a été un gros débat. Maintenant, avec Biden, j'imagine que c'est revenu à la normale. Donc je dirais que les Dreamers, eux, c'est vraiment ceux qui incarnent le rêve américain, tous ces immigrants qui essayent de passer légalement ou illégalement la frontière. Pour moi, ça serait eux. Ouais. Et là, quels sont tes projets d'avenir? Tu as une perspective, alors tu sais là dans les 3 ans à venir, mais est-ce que tu te vois fonder une famille? Est-ce que tu te vois rester longtemps aux États-Unis? Est-ce que tu te vois changer d'État? Quelles sont tes perspectives? Donc là, c'est en suspens. Comme je disais tout à l'heure, mon équipe, elle est à Philadelphie. Donc, quand le coronavirus est terminé, je ne sais pas quand, je vais devoir peut-être déménager là-bas. Peut-être que je pourrais rester ici et travailler à distance. Oui. Et donc là, de toute façon, je sais que je peux rester 2 ans de plus. Après ça, on verra si je suis toujours avec mon copain, si on se marie, si tout ça. Je sais qu'en fin de compte, je sais qu'un jour, je retournerai en Europe. Ah. Je ne pense pas que je fonderai ma famille ici parce que c'est très cher d'avoir des enfants à New York, en tout cas. Les études, les assurances. On est bien en France, vraiment. Non, mais c'est bien de le dire aussi. C'est bien parce que, voilà, c'est bien de dire que on a quand même, voilà, on a une vie privilégiée aussi en France. C'est bien de le dire. Ah oui. Non, mais vraiment, je pense que les Français, on est content de toujours dire qu'on en a marre de tout, qu'on n'est pas content de ci, qu'on n'est pas content de ça. De râler, oui, on est des râleurs. Et c'est bien pour ça qu'on a une structure sociale française aussi bien, c'est parce qu'on en a marre de tout. Donc oui, enfin, ici, si tu n'es pas très riche, au niveau santé et éducation, c'est très compliqué et très cher. Donc voilà. Je comprends. Oui, c'est compliqué. Et quand les Français de l'étranger, souvent, enfin, qui vivent aux États-Unis, leur mot-clé, enfin, le mot qui revient, mais tout le temps, c'est le travail. Mais on dirait que c'est vraiment c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il faut travailler. Rien n'est acquis aux États-Unis. On nous donne beaucoup de possibilités de réussir. Mais alors, par contre, il ne faut rien lâcher, il faut toujours prouver. C'est vraiment. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision des États-Unis? Oui, en fin de compte, il faut travailler énormément pour trouver une opportunité.
une fois que tu as l'opportunité, il faut continuer à travailler pour prouver que tu es, ben, À la hauteur. À la voilà, hauteur à la hauteur, exactement. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Travailler, ne rien lâcher, toujours prouver le travail. Oui, donc, et je pense que donc on voit ça avec Google, Facebook, etc. Il y a une culture du travail qui est en train de qui depuis quelques années qui switch aux États-Unis, où vraiment les gens ils sont là. Donc maintenant, le travail c'est très important, mais aussi la vie de famille et prendre du temps pour soi et prendre des vacances c'est très important. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Bon, on n'a toujours pas le même montant de vacances qu'en France. Mais quand même, ils essayent de pousser leurs enfants, en tous les cas là où je suis, ils nous poussent à prendre des jours de congé, etc. Parce qu'ils comprennent que, en fin de compte, si tes employés font un burn-out, c'est pas top. Et ça aura des conséquences sur l'entreprise de toute manière. Voilà. Donc il vaut mieux que un employé heureux et relax est un bon employé. Et oui, bien sûr, ça fait partie de ce qu'ils. Ouais, c'est l'évolution. Ouais. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. C'était très intéressant. C'était bien d'avoir ta vision des États-Unis et une vision pas que positive, bien sûr positive, mais aussi tu pèses le pour et le contre. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà, il y a de très bonnes choses, comme partout, et il y a aussi des choses moins bien, et il y a des choses bien en France. C'était agréable de t'entendre nous le dire quand même. Alors voilà, ça ne nous empêche pas de rêver des États-Unis, c'est pas pour autant, mais d'être conscient de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de moins bien, c'est bien de le dire, je trouve. Je te remercie. Merci de la confiance que tu m'as accordée. Et puis, peut-être à bientôt. Si j'ai des questions, des personnes qui me suivent, eh bien, je te les ferai suivre et je te recontacterai. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, pour ceux qui nous ont regardés, merci de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt pour un prochain entretien. Bye bye.